Question bête, ressenti à vif, violent, très présent. Mais pourquoi est-ce que j'aime toujours mon ex alors qu'on est dans une rupture amoureuse? Plein de choses à dire et comme d'habitude, on décortique ce questionnement extrêmement présent au cours de la reconquête amoureuse, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver en ce nouveau jeudi pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. La réflexion du jour, justement, elle s'articule autour d'une question qui, de manière didactique, est extrêmement simple, mais qui, de manière psychologique, l'est beaucoup moins, à savoir, mais pourquoi finalement je l'aime toujours cette personne-là alors qu'on est dans une rupture amoureuse qui, par définition, est un conflit, que j'ai face à moi quelqu'un qui m'a dit stop, je ne veux plus, je ne peux plus, qui veut continuer son chemin sans moi. C'est une question qui est présente à l'intérieur de nous, c'est une question qui est aussi présente autour de nous parce que la rupture amoureuse, et j'ai envie de dire encore plus l'idée de reconquête amoureuse, nous marginalise totalement. Notre environnement a cette fâcheuse tendance, si vous me demandez mon avis, de juger, de questionner notre sanité, notre ego, notre intérêt aussi à reconstruire quelque chose avec quelqu'un qui ne nous aime plus. Et puis surtout, on est dans un relationnel qui, là aussi par nature, va stimuler de la déception, de la tristesse, de la souffrance. Donc cette question de savoir, mais pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je suis juste complètement zinzin? Est-ce que je suis sadomaso? Est-ce que... pourquoi hein? Voilà, elle va être présente tout au long de la reconquête amoureuse avec évidemment des évolutions et plein de choses sur lesquelles on a un petit peu de mal à mettre le doigt, ce qui, à mon sens, est tout à fait normal. Du coup, on va essayer de plonger un petit peu dans les méandres de ces questionnements ensemble à travers deux parties différentes avec toujours un même objectif qui est de continuer à entretenir une forme d'objectivité pour ne pas juste se laisser couler par les on-dit ou j'ai envie de dire les ressentis un petit peu hâtifs qui seraient dénués de compréhension. Donc notre première partie, c'est que d'abord il y a des phénomènes psychologiques qui sont à l'œuvre, qui sont compréhensibles et puis là pour le coup qui sont relativement admis comme étant naturels, normaux et bien présents au moment d'une séparation. La première chose qu'on veut mettre en place sur cette idée qui crée l'illusion, en tout cas pense-t-on, juge-t-on de l'amour, c'est bien évidemment le phénomène nostalgique. L'être humain est un être qui, se développe avec ses expériences et ces expériences, elles vont créer de la réflexion, du ressenti qui va évoluer selon le résultat de cette dernière. On ne réfléchit pas à une victoire de la même manière qu'on réfléchit à une défaite, ce qui paraît tout à fait normal. On se remet beaucoup plus en question dans l'espace négatif et on se demande ce qu'on aurait dû faire de mieux, ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment les choses auraient été si j'avais réussi à, etc., etc. Cette idée, elle va se baser sur une construction, une histoire, des bases qui sont solides et une imagerie qui tourne autour de la promesse. J'ai fait cette rencontre, quand nous sommes rencontrés, on avait tous les deux un sourire aux lèvres, très rapidement on ne s'est plus, très rapidement on a eu des projets en commun, on en a réalisé un bon paquet, on s'est fait cette promesse verbalisée ou non, peut-être pas d'éternité, mais au moins de lendemain, basée sur la confiance, basée sur le partage, basée sur le respect. Et aujourd'hui, je suis dans la remise en question de tout cela, en tout cas dans le questionnement de tout cela, parce qu'il y a une perte et que forcément, au niveau du ressenti, il y a une espèce d'intensité, de violence qui est extrêmement présente. Ce phénomène, on le retrouve dans d'autres types de situations relationnelles. Malheureusement, la plus parlante, c'est le décès d'une personne qu'on appréciait. D'ailleurs,
plus ou moins, j'ai envie de dire, mais dès qu'on a le décès de quelqu'un qu'on connaissait et avec qui on a des interactions, eh bien, on s'interroge sur la portée de ces interactions, sur ce qu'on aurait dû faire de manière différente, pu faire de manière différente. On a des scènes qui nous reviennent en tête et à partir du moment où on apprend cette nouvelle, ben, on va être dans la contemplation de ce qu'on n'a plus, de ce qu'on a perdu et d'un espèce de vide, de manque, de void que notre cerveau intellectuellement veut combler avec des suppositions, avec des questionnements, mais en tout cas en continuant à attiser ce feu-là, parce que oui, il y a cette boule dans notre cœur, cette boule dans notre estomac, et puis que ça nous renvoie à notre propre condition, hein. Nous aussi, un jour, on sera le prochain sur la liste. Et bien, dans la rupture amoureuse, il y a un petit peu ça, sauf que là, je suis même plus sur la liste, je suis la cible, c'est à moi que ça arrive. Est-ce que ça me rend différent? Pourquoi ça me rend différent? Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment est-ce qu'on peut me faire ça? Il y a toute cette réflexion autour du jeu qui finalement découle de l'idée nostalgique avec le avant j'avais ça et finalement c'était bien. Petite parenthèse, en plus on dit souvent qu'on apprécie vraiment les choses au moment où on les perd. Bah oui, hein, nostalgie oblige. On est dans cette idée que mon Dieu, je ne me rends pas compte que j'avais tout ce bonheur, toute cette énergie, etc. Un phénomène qui est bien présent quand on réfléchit, par exemple, quand on commence à prendre un petit peu des rides, comme c'est mon cas, où on se dit, bah la vache, quand j'avais 20 ans, je me rendais pas compte que j'aurais peut-être dû faire ci, faire ça, et j'aurais dû surtout me rendre compte que j'étais vraiment dans la force de l'âge, parce que quand on a 20 ans, on se dit, putain, j'ai presque hâte d'en avoir 40 quand je serai posé, installé, que j'aurai une famille, que j'aurai pu à penser à l'instabilité, que sais-je, hein, bref, on pense à nos problèmes de l'instant T, pas à ceux qui peuvent arriver. On est tous des êtres humains, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, les animaux vivent dans l'instant, donc on ne peut pas nous reprocher d'avoir un instinct animal, un instinct de survie et une volonté d'avoir des objectifs tracés devant nous pour continuer à entretenir une motivation, le discours de vivre, comment dire, dans l'instant et de se rendre compte du bonheur qu'on a, bah, très compliqué quand il faut payer des factures, des impôts, qu'il y a de l'inflation, qu'on a des problèmes au taf, etc. etc. Hein. Soyons honnêtes, il y a la partie psychologique qui est très intéressante, il y a la partie matérielle qui est beaucoup plus compliquée. On était dans une promesse de continuité, cette dernière a été bafouée, a été violée, et forcément, oui, quelque part, il y a cette boucle qui n'est pas terminée dans mon cerveau où je me dis et si cette promesse avait été tenue, où en serait-on aujourd'hui? Et puis je mérite, et puis je veux, parce qu'il y a beaucoup de jeux, c'est normal, notre instinct de préservation encore qui est présent. Derrière le phénomène nostalgique, on a aussi ce que je vais appeler la cristallisation de l'expérience, qui est tout à fait normal et que j'appelle l'effet expérience chez la personne qu'on a face à nous, hein. Après un rendez-vous, pendant un rendez-vous, on ne se pose pas forcément les questions, mais après ce rendez-vous, posé sur son canapé, là on va s'interroger sur le symbolisme, le pourquoi, le comment, ce qu'il faut en penser, ce que j'en prends de cette expérience, et il y a des remises en question qui sont présentes. Eh bien c'est exactement la même chose, hein. Au moment de la fin de cette relation, bah, on va faire le bilan avec les bons côtés, avec ce qu'on a appris, ce qu'on a construit, avec toute l'énergie de ce relationnel. Et puis il ne faut pas oublier que l'être humain a cette tendance, plus le temps passe, eh bien, à filtrer les ressentis négatifs pour surtout se rappeler du positif. Et ça aussi, on le voit dans, on va appeler ça les chroniques mortuaires, mais dès que quelqu'un d'un petit peu connu disparaît, on voit que dans la chronique, bah, on se rappelle surtout des grandes et des belles choses qu'il ou elle a fait, et pas forcément des dérapages ou des moments où on était moins reluisant, parce que c'est une tendance aussi complètement naturelle à filtrer ces choses-là. Je pense qu'instinctivement, on recherche tous son propre bonheur, et c'est plus facile de se rappeler, et plus positif à terme, de se rappeler des bons souvenirs, etc., plutôt que des disputes et de ce genre de choses, même si la rupture amoureuse, bah, plus elle est fraîche, plus ces disputes sont présentes, et n'oublions pas qu'en plus, notre environnement va se faire un malin plaisir à nous dire que de toute façon, il ou elle te mérite, enfin, tu mérites pas cette... Non, il ou elle ne te mérite pas, pardon, que il t'a fait ci, il t'a fait ça, que t'as pas d'honneur, que t'as pas d'ego,
bateau, que tu te laisses piétiner, et tatati et tatata, on comprend bien. Mais nous, dans notre construction, quand on regarde derrière, bah ouais, il y a cette cristallisation des bons moments, c'est complètement lié à l'effet nostalgique, hein, j'ai envie de dire, et puis l'impression d'avoir grandi aux côtés de cette personne, qu'on a fait un bout de chemin, qu'il ou elle nous a apporté quelque chose de fort, et c'est difficile de cracher dessus. En plus de cela, bah, on peut rajouter tout simplement la force du relationnel. Qui était cette personne? Les partages intimes, alors je ne parle pas nécessairement uniquement de sexualité, bien que ça en est un pan, hein. Il ou elle connaît, plus, et c'est vrai, plus la relation est longue, il ou elle connaît énormément de choses de nous, les côtés les plus sombres, nos capacités, nos doutes, nos peurs, notre tendance, notre fragilité, nos faiblesses, etc., etc. Peut-être été là pour nous aider à surmonter des obstacles quand on était en galère. La réciproque est peut-être vraie. Donc on a cette impression qu'on a face à nous quelqu'un qui nous comprenait vraiment, et parfois on parle même d'un dialogue d'âme à âme, hein, si vous voulez, où on a cette impression qu'on a été en symbiose telle que les mots ne servaient plus à grand chose et qu'il suffisait de se regarder, et que personnellement c'est comme ça que je décrirais la personne que j'aime, en disant que, outre le fait que ce soit ma femme et que je la trouve belle et que machin, et qu'on ait une histoire d'amour, bah, c'est aussi ma meilleure amie, et deux, la personne sur qui je peux absolument le plus compter, qui sait absolument tout de moi, d'ailleurs qui se marre des fois en voyant mes vidéos en me disant c'est pas le même que j'ai à la maison nécessairement. Non, parce que justement il y a aussi la spontanéité du moment et ce genre de choses qui fait que je peux monter dans les tours, et que je suis pas toujours souriant et agréable, même si en cas de dispute je sais que c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire appel. Mais on a vraiment cette idée que on a une connivence, d'ailleurs c'est pour ça que dans le système crise notamment, on va refaire appel à ce genre de valeurs. On a une construction, une base commune qui fait qu'effectivement au moment où ça s'arrête, cette énergie-là, on n'est pas sûr et certain de pouvoir la retrouver avec quelqu'un. Ça objectivement c'est discutable, mais que ça nous fasse ressentir de l'amour pour cette personne, je pense que c'est tout à fait normal, avec le mélange de toutes ces choses-là qui rendent le désamour excessivement compliqué, voire même impossible. Notre deuxième partie, en laissant le côté psychologique de côté, c'est qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tout simplement, justement. Le ressenti et la logique sont des choses qui, j'ai même envie de dire, sont contradictoires. Je pense que si vous refaites le déroulé de votre rupture et de la reconquête amoureuse, que ce soit vos communications, les rendez-vous que vous avez obtenus, pas obtenus, la manière dont les choses se déroulent, il y a un moment ou un autre, vous apercevez que votre ex a soit fait des choses qui n'étaient pas nécessairement logiques, ou d'ailleurs que vous avez dit et fait des choses qui intellectuellement n'ont pas de sens, comme par exemple l'envoyer chier et puis renvoyer un message derrière en disant oui non, en fait je le pensais pas. On voit qu'il n'y a pas de logique, puisque la logique voudrait qu'il y ait un certain degré d'assertivité et de continuité dans nos actions et dans nos réflexions. Donc on est dans quelque chose qui effectivement, le relationnel n'est pas logique du tout. On sait que on est dans une volonté de comprendre, d'apprendre, et ça je pense que les gens qui ne vivent pas la rupture amoureuse ne peuvent pas comprendre cette nécessité et cette motivation qu'on va trouver à travers le contraste. Parce que oui, une fois qu'on accepte, et ça se fait peut-être pas en quelques jours ni en quelques semaines, mais que la rupture amoureuse est aussi une opportunité de se redéfinir sur de très 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 nombreux plans. Alors évidemment, les premières idées, c'est le plan physique, refaire ma garde-robe, gagner en muscles, et tatati et tatata. Bon, je trouve ça d'abord très très surfait, et puis deux, complètement de surface si vous voulez, mais c'est un premier élément de motivation. Derrière tout ça, il y a aussi la refonte de la manière dont on analyse le relationnel, encore une fois, qui va être en opposition avec notre environnement, qui va tout de suite être très jugeant, très catégorisation, voire diabolisant vis-à-vis des personnes, comme je vous l'ai dit des centaines et des centaines de fois. Même personnellement dans mon environnement, il y a eu des noms d'oiseaux attribués à ma compagne, parce que de l'extérieur, se dire qu'elle me jette en l'air pour retourner avec son ex, c'est pas très très cool, alors que je viens d'un autre pays, que je fais l'effort d'apprendre la langue, qu'on s'installe ensemble et que soi-disant tout est merveilleux, etc. Forcément, de
l'extérieur, j'ai eu des « mais qu'est-ce que c'est que cette connasse ?» tu vois, hein, qui sont apparus. Aujourd'hui, ces langues-là sont bien rentrées dans les bouches qui sont scellées, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, et j'en veux absolument pas à ces personnes, parce qu'à cette époque-là, j'aurais très sincèrement, potentiellement réagi de la même manière s'ils avaient eu ce type de situation. On est là pour épauler l'autre, on est là, mais on comprend pas l'intérieur de tout cela, et finalement, on a du mal à l'extérieur de se dire « mais attends, de cet échec-là, tu vas en faire quelque chose de positif ». Dans d'autres domaines, on peut l'accepter, on peut accepter que dans le sport, une défaite te motive à relancer l'entraînement et à mieux performer lors de la prochaine compétition, mais dans le relationnel, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas excessivement toléré. Donc comme je vous le disais, on a cette motivation à redéfinir notre vision du relationnel, à redéfinir aussi notre communication, parce que ce qu'est le système crise, c'est quand même tout sauf instinctif, hein. Une communication post-rupture amoureuse, elle est inexistante ou conflictuelle, hein, grosso modo, ou sinon elle est de détail. Voilà, hein. N'oublie pas les chaussettes du petit, et la pension alimentaire, merci de me la virer le 7 de chaque mois, hein. Clairement, on est plutôt sur ce genre de choses, et très rarement sur la matérialisation d'un sourire, de dynamisme et de retour sur les valeurs dont je parlais avant, non pas la nostalgie, mais la connivence et cette création d'une force présente à partir de ce qui s'est passé avant, justement en annihilant le côté larmoyant, nostalgique, etc., etc. C'est vraiment tout sauf instinctif. Et c'est à partir de là qu'effectivement, la question qu'on se pose sur le pourquoi j'aime cette personne, bien elle va selon les retours obtenus, selon, parce qu'il n'y a absolument pas d'assurance de résultat dans une reconquête amoureuse. Ce que je vous propose et ce que j'essaye d'être complètement honnête vis-à-vis de cette valeur, c'est le fait qu'on crée le moins mauvais chemin possible. Le meilleur chemin, ça aurait été de ne pas rompre. Voilà, je veux dire, techniquement, maintenant, la problématique est présente, les erreurs ont été faites des deux côtés, le but, c'est pas d'accuser et de pointer le doigt vers qui a fait quoi, c'est de se dire que je suis dans une situation que j'ai en partie provoquée, qui est dévastatrice, qui est problématique, qui est, à mon sens, si on me demande, sans doute la pire épreuve relationnelle qui nous est donnée de vivre. Dit comme ça, on se doute bien que c'est pas un claquement de doigts et de sourires qui vont arranger les choses très simplement. Non, il va y avoir du travail, il va y avoir cette idée de linéarité, cette idée d'affinage aussi de la vision qu'on a de tout ça, parce que plus on travaille intellectuellement, évidemment, plus on va aussi faire descendre l'autre de son piédestal, plus ce sentiment non pas vil, mais très instinctif de se dire pardon, j'ai perdu quelque chose, il faut que je le récupère immédiatement, et il va s'intellectualiser autour de la compréhension de ce que je ressens vraiment, parce que je fais des rencontres, parce que je suis sur le terrain, parce que je vois que je suis le plus actif, que je suis la personne qui évolue, que mon ex fait ci, que mon ex fait ça, et toutes ces données du puzzle vont permettre aussi d'avoir une réponse changeante au pourquoi je l'aime. Et parfois, la réponse, elle est très simple, c'est juste parce que, voilà, parce que je peux pas argumenter quoi que ce soit, parce que j'ai cette personne-là et que face à moi, et qu'il y a un truc entre nous qui est indéfinissable. Je vous mets au défi de réussir à définir l'amour. C'est extrêmement compliqué, c'est un des plus grands défis qui nous soit donné de relever, mais à force de compréhension, à force aussi de dédramatisation, on va pouvoir créer quelque chose qui est de la simplicité, et à mon sens, l'amour se doit d'être simple. Voilà, on veut quelque chose où il n'y a pas besoin de prise de tête incroyable, de technologie, de stratégie, tout ce qui finit en J, hop, dac, ça dégage au profit juste de spontanéité, de sourire et d'une énergie, bon celle-là on se l'accorde, mais qui finalement n'a pas besoin d'être plus travaillé que cela. On veut arriver à ce genre de choses. Donc finalement, cette question, elle représente à la fois un obstacle et un jugement de par les entités qui nous entourent et qui se doivent d'être là. Je veux dire, ce sont aussi les garde-fous quelque part de notre sanité, puisqu'elles permettent de se poser des questions sur nous. La problématique n'est pas dans le questionnement, elle est dans le jugement que lui, on va laisser de côté, parce que bien au contraire, et je pense conclure là-dessus, bien au contraire de ce qui est formulé, on nous traite presque d'idiots lorsqu'on veut mener une reconquête amoureuse. Moi je trouve qu'au contraire c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est quand même entendu comme une capacité d'adaptation. Alors évidemment une intelligence à condition
qu'on aime toujours la personne et que au fur et à mesure de la réflexion et du travail sur le terrain, on se rend compte que ouais, c'est avec lui ou avec elle que je veux construire. Et bien dans ce cadre-là, avoir une communication souriante, dynamique, créer du mouvement, bah, c'est s'adapter à une situation qui plus est extrêmement difficile. La capacité d'adaptation donc étant une composante, voire même la définition de l'intelligence. Je trouve ça en tout cas beaucoup plus intéressant que de se dire ah j'ai partagé 10 ans, 15 ans, 20 ans avec cette personne, et bah qu'il aille bien se faire foutre parce qu'il m'a dit stop un jour. Pour moi, ça, ces décisions extrêmement hâtives, extrêmement violentes, provoquent plus de regrets dans le futur. Et alors peut-être que oui, ça nous permet d'aller plus vite dans notre deuil, etc. Ouais, certes, moi je pense qu'il faut, je sais pas, mais je veux en tout cas être au contact de mes émotions, ne pas renier ce que je ressens, ne pas l'enfermer dans une petite boîte que je vais enterrer sous 15 mètres de terre. Au contraire, j'accepte cette souffrance-là, et si je vous le dis, c'est parce que je suis passé par là. Alors oui, certes, c'est facile de dire ce genre de choses quand on a réussi à mener sa reconquête, etc., etc. Ouais, mais je pense que ça fait du bien de se l'entendre dire plutôt que ah là là, mais pourquoi? De toute façon, c'est une merde. Tu mérites mieux, il se fout de ta gueule, il te garde sous le coude. Toutes ces valeurs et ces données qui sont basées sur cette espèce de rapidité, de jugement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un univers où les capacités intellectuelles, on n'a plus le temps de les développer. Il faut que ça aille vite, on est dans le jugement, on est dans tout ça en permanence et c'est extrêmement fatigant et je me permets d'essayer de le déconstruire et de vous dire que pour répondre à cette question pourquoi je l'aime, il n'y a pas de réelle réponse, il y a votre réponse et il ne faut pas avoir peur de se dire qu'elle peut complètement changer, complètement évoluer. D'ailleurs, si on est complètement honnête, lorsqu'on est dans un couple avec quelqu'un, au fur et à mesure de l'avancée de ce dernier et du temps qui passe, cette définition même de l'amour qu'on a pour cette personne change. Personnellement, j'ai vécu le coup de foudre absolu, c'est-à-dire qu'on s'est vu et il s'est passé un truc. Le soir même, il y avait des sourires incroyables et depuis ce jour-là, j'ai pensé qu'à elle. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Là, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Vous imaginez bien, je la trouve toujours aussi belle, aussi... Mais il n'y a plus à chaque fois que je la vois, j'ai pas le cœur qui sort de la poitrine, les yeux qui tombent comme dans The Mask, là, la tête de loup, machin. Enfin, pour ceux qui ont les références texavresques de ce film, qui n'était pas forcément le meilleur de l'univers. Mais bien évidemment que ça a complètement évolué. Je vois plein d'autres choses aujourd'hui que je ne voyais pas à l'époque, notamment à quel point c'est une maman fantastique et ce genre de choses. Donc, on n'est plus dans le truc où on se jette dessus l'un sur l'autre pour se dessaper, etc. Mais il y a toujours une énergie qui est extrêmement forte et que oui, je pense très clairement, même si j'étais amené à rompre, enfin à mon avis ce serait plutôt elle, un truc qui ne disparaîtra absolument jamais, sachant qu'il y a cette boule d'énergie et que je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à communiquer avec elle, à être sympa, dynamique, agréable, ouvert, quel que soit son positionnement à elle, quitte à ce que j'ai de la souffrance, ou est-ce qu'il vaut mieux que je lui crache au visage et que plus jamais je lui adresse la parole? Vous êtes évidemment la personne qui prend les décisions, c'est à vous de voir, mais je pense qu'ici, on sait de quel côté de la barrière on se situe. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne, les likes sont excessivement appréciés puisqu'ils permettent à la chaîne de toujours grandir et se maintenir où elle se situe. Idem avec les abonnements et la petite cloche, Google et YouTube aiment beaucoup ce genre de choses pour le référencement. Moi aussi, j'aime bien, c'est appréciable. Une forme de remerciement pour le travail fourni, je crache pas dessus et puis je pense avoir fait à peu près le tour. Vous savez aussi que vous pouvez vous abonner aux vidéos VIP que vous voyez apparaître tous les jours et qui émanent pour la plupart d'entre elles de sujets qui me sont murmurés à l'oreille par justement les membres de la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Allez, je vous abandonne là, 23 minutes, on va encore me jeter des petits cailloux dans l'œil et ça pique. Voilà, je vous abandonne là, je vais profiter un petit peu du soleil. Non, c'est pas vrai, je vais retourner bosser, mais en espérant que ce soir il fasse assez beau pour pouvoir me poser 5 minutes. Allez, je vous fais une bise et je vous dis à jeudi prochain. Salut à vous!